La question du jour, dernière ligne droite avant l'élection présidentielle pour sensibiliser les Français dans une campagne qualifiée de morne. Et comme à chaque scrutin, les sondages rythment le quotidien des semaines qui précèdent. Hier, au premier jour de campagne officielle, à quelques jours du premier tour du 10 avril, une enquête Ipsos-Cevipof estimait que près de 4 électeurs sur 10 sûrs d'aller voter n'avaient pas encore choisi leur candidat. Bonjour Frédéric Michaud. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de l'Institut de sondage Opinionway. Vous venez de publier Le Sacre de l'opinion aux éditions du Cerf. Mais alors, dans ces conditions, puisqu'il y a donc 4 Français sur 10 qui sont sûrs d'aller voter mais qui n'ont pas encore choisi leur candidat, comment peut-on, lorsqu'on est sondeur, être sûr des résultats de sondage que vous donnez actuellement ? Précisément, nous ne pouvons pas. Et ce phénomène de l'indécision, c'est l'une des causes des échecs historiques et des intentions de vote lors des élections présidentielles précédentes. En 2002, par exemple, évidemment, tout le monde se souvient du séisme du 21 avril. Je vous donne juste un chiffre. En 2017, 15% des électeurs avaient décidé le jour même, le jour du scrutin, pour le candidat pour lequel ils avaient voté. C'était 11% en 2012, donc on voit une décision de plus en plus tardive, y compris le jour même de l'élection. Ça, pour nous, c'est une vraie difficulté technique. Donc ça veut dire un électorat de plus en plus volatile. Alors la volatilité, c'est pas exactement la même chose que l'indécision, ça se recouvre, ça se superpose en partie. Quel distinguo faites-vous ? La volatilité, c'est plutôt le fait que le choix ne soit pas fixé et que des interviewés qui nous disent aujourd'hui vouloir voter pour un candidat ou une candidate, finalement changent d'avis, se portent leur choix sur un autre candidat ou bien choisissent tout simplement de s'abstenir. Et aujourd'hui, nous avons seulement 58% des personnes que nous interrogeons qui sont sûres et certaines de leur choix. Donc vous voyez, ça Très laisse... faible, effectivement, parce que ça veut dire que 42% constituent une sorte d'électorat flottant. Voilà, exactement. Alors c'est le rôle d'une campagne électorale aussi de favoriser la décision électorale, de la fixer. On parle de cristallisation du vote. Nous sommes là dans une campagne qui est très particulière, qui est resserrée, qui a débuté de manière tardive. Elle a été repoussée par le Covid pendant le mois de janvier. Elle a été suspendue à la décision d'entrer en campagne du président pendant le mois de février. Et puis évidemment, la guerre en Ukraine depuis 2-3 semaines gèle un peu les choses, en tout cas déplace l'attention médiatique vers un autre objet que la campagne électorale en tant que telle. Tout ça, ça crée une campagne électorale très très courte et ça ne facilite pas l'élaboration de la décision électorale des Français. L'autre question qui se pose, c'est une question désormais classique, c'est la sous-déclaration de certains types de votes, votes qualifiés de radicaux, votes qui pourraient être parfois difficiles à assumer aux yeux de certains. Frédéric Michaud, qu'en pensez-vous ? Oui, alors là aussi, c'est un phénomène qui est bien documenté, qui n'est pas nouveau, qui existe depuis l'origine des sondages. Par exemple, dans les années 60, c'était le Parti communiste qui faisait l'objet d'une sous-déclaration lors de l'élection présidentielle de 1969. Le candidat communiste Jacques Duclos avait vu son score largement minoré par les intentions de vote, de l'ordre de 4 points, parce que c'était un vote qui, en pleine guerre froide, était encore difficilement dissible. Dans les années 80, c'est évidemment le Front National de Jean-Marie Le Pen qui a pris le relais, qui a subi ce phénomène de sous-déclaration. Je dirais que depuis une dizaine d'années, avec l'élargissement, la massification du vote du Rassemblement national, le fait aussi, une forme de crédibilisation de ce vote, une candidate qui a été présente au second tour de l'élection présidentielle de 2017, ces difficultés-là sont largement atténuées. Puis il y a aussi un élément technique. On avait de la sous-déclaration quand les études étaient réalisées par téléphone, parce qu'il y avait une relation entre l'enquêteur et l'enquêté, une relation personnelle, et donc c'était plus difficile d'avouer un vote qui était un peu extrémiste ou perçu comme radical ou stigmatisé socialement. Désormais, avec les études par Internet, on n'a plus cette relation enquêteur-enquêté, et face à un écran, il est beaucoup plus facile d'admettre
ou de reconnaître une préférence électorale extrémiste. Mais est-ce que vous redressez certains votes? Est-ce qu'il y a certains candidats qui apparaissent plus bas dans les résultats bruts ou plus haut d'ailleurs, je ne sais pas, et que vous êtes obligé de modifier dans les résultats finaux, ce qui pourrait introduire toute une série de biais, Frédéric Michaud? Oui, nécessairement. Il y a effectivement des candidats qui sont surdéclarés, les candidats centristes, les candidats écologistes. Nous savons que ces options politiques sont plus consensuelles et que par conséquent, elles sont plus facilement choisies par les personnes interviewées. Puis de la même façon, il y a sans doute aussi des phénomènes de sous-déclaration. Pour, nous venons d'en parler, les votes les plus radicaux, les plus extrémistes, à gauche comme à droite d'ailleurs. Oui, ce sont évidemment des éléments dont nous tenons compte au moment de l'établissement des intentions de vote. Alors, si on n'est pas sûr du résultat ou en tout cas du score de certains candidats, est-on sûr, peut-on être sûr d'une sorte de hiérarchie des candidats? On saurait par exemple ainsi qui sont les deux premiers, ce qui est finalement votre problème principal, j'imagine? Oui, c'est ce que nous cherchons d'abord à identifier, hein, c'est qui seront les 2 candidats qualifiés pour, le second tour et de ce point de vue-là, il y a quand même une évolution dans la campagne. Il y a quelques semaines, plusieurs candidats pouvaient prétendre affronter Emmanuel Macron qui, lui, étant donné son niveau dans les intentions de vote, paraît assuré, si tant est que ça puisse être possible, d'être qualifié pour, le second tour. En revanche, il y avait une incertitude sur donc, le candidat qui serait face à lui, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, pouvaient, tous les 3 prétendre à, à participer au second tour. Aujourd'hui, seule Marine Le Pen semble en mesure, d'y participer, mais il reste encore une dizaine de jours de campagne. Mais alors, est-ce que l'on peut être surpris par une surprise qui est par définition surprenante? Et oui, bien sûr, mais l'avenir est ouvert et c'est précisément toute la difficulté de notre métier, hein. Nous mesurons des intentions de vote, hein. Intention, le terme intention comprend bien cette incertitude, ce caractère très aléatoire. On peut avoir une intention plus ou moins ferme d'aller voter ou pas et puis ce qui vaut aujourd'hui, n'est pas nécessairement une vérité de demain. Alors, moi, je veux bien vous plaindre, hein, je veux bien plaindre les sondeurs, C'est Frédéric pas ce que je vous Michaud. demande. Non, mais en tout cas, avoir de la compassion. Et puis, on est un peu dans la même barque en ce moment, vous et nous, les sondeurs et les journalistes. Mais il y a aussi une question que vous posez qui est assez utile, c'est de savoir si les personnes hésitent, par exemple, entre deux candidats. S'ils ne votent pas pour un tel, ils votent pour le second. Dans ces conditions, vous êtes capable de recomposer quand même des scénarios? Ou alors la volatilité est telle que lorsqu'une personne vous dit voilà, j'hésite entre un tel, et en réalité, il peut se retrouver à voter pour une troisième personne? Oui, enfin, toutes les hypothèses, sont possibles, en réalité, on observe surtout des variations, non pas d'un camp à l'autre, mais entre 2 électorats qui sont proches. On parle de porosité entre des électorats. Par exemple, on a vu beaucoup de transferts entre, les électeurs d'Éric Zemmour et les électeurs de Marine Le Pen. Parce que, ce sont, des électorats qui se ressemblent beaucoup idéologiquement, qui ont beaucoup de points communs et donc il peut y avoir chez ces électeurs une Mhm. incertitude, y compris jusqu'au dernier moment. Et pour les électeurs de gauche, par exemple, pour le vote Jean-Luc Mélenchon, ou en faveur de Jean-Luc Mélenchon, qui est aujourd'hui, en tout cas, le candidat le mieux placé à gauche, est-ce qu'il pourrait siphonner une partie d'autres voix? Oui, alors là, vous faites, référence à ce qu'on appelle le vote utile, qui intervient justement dans la dernière ligne droite de la campagne, quand les électeurs regardent, les niveaux dans les intentions de vote des différents candidats et choisissent, de voter pour le candidat le mieux placé, même s'il n'est pas en accord avec leurs préférences idéologiques, pour faire gagner leur camp et pas seulement le candidat de leur choix. Merci Frédéric Michaud. Je rappelle le titre de votre ouvrage Le Sacre de l'opinion, une histoire de la présidentielle et des sondages. C'est très utile en ce moment aux éditions du CERF. 7h23 sur France Culture.